Salut les super parents, c'est Sarah Carpentier du blog des outils pour apprendre. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment préparer efficacement une dictée. Et vous allez vous dire, non, pas encore. Parce qu'évidemment, je suis sûre que vous avez déjà trouvé plein de trucs et astuces sur le net par rapport à la préparation d'une dictée de mots. Oui, sans doute, mais ici, je vais vous parler de choses différentes. Je vais faire appel aux neurosciences et je vais vous dire aussi que souvent, ce que vous trouvez sur Internet, eh bien, c'est faux. Voilà, restez avec moi, Sarah Carpentier, des outils pour apprendre. À tout de suite! Souvent, ce qu'on retrouve, évidemment, quand on regarde des articles concernant la préparation d'une dictée, c'est deux choses. La première chose, c'est le fait de répéter le mot. La deuxième chose, c'est le fait de surligner, par exemple, les parties qui sont importantes ou compliquées. Par exemple, voilà, deux parties qui s'écrivent de différentes façons, mais qui ont le même son. Donc, la première est fausse, la deuxième est correcte. Donc, effectivement, c'est utile de pouvoir, à un moment donné, mettre en évidence donc certaines parties de mots pour simplement aider le cerveau à faire la comparaison plus facilement. Par contre, répéter, en tout cas ce qu'on appelle en anglais le drill, donc répéter de la même façon, de façon monocorde. Exemple, votre enfant a une dictée tous les jeudis matins, je dis ça parce que c'est le cas du mien. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, le dimanche on va répéter une fois, on va répéter encore une fois mardi, mercredi soir on va répéter, jeudi matin au petit déjeuner on répète. Sauf que la mémoire telle que elle fonctionne, voilà, n'est pas en fait stimulée par ce genre d'exercice. Donc il faut savoir que contrairement à ce qu'on pense, la répétition, en tout cas la répétition monotone, va au contraire diminuer la mémoire. Pourquoi? Parce que le centre de ce qu'on appelle la curiosité intellectuelle, donc qui est vraiment, n'est pas juste un concept, mais une réalité, c'est une réalité scientifique, eh bien, il va être stimulé quand le challenge de l'apprentissage d'une nouvelle notion est suffisamment important. Donc, au départ, si la différence entre ce que votre enfant connaît déjà et ce qu'il doit apprendre est très importante, le cerveau peut considérer que l'apprentissage est insurmontable, que le niveau de difficulté est beaucoup trop important, et il ne va pas être intéressé. Si maintenant, le challenge n'est pas suffisamment attrayant, si la différence entre ce que votre enfant connaît déjà et ce qu'il ne connaît pas encore devient minime, le cerveau va se désintéresser totalement. Et on a déjà remarqué simplement que en faisant répéter justement des mots à un enfant, il va peu à peu ne plus faire attention aux spécificités du mot. Les spécificités justement pour lesquelles vous lui demandez d'intégrer certaines notions, notamment voilà, différents sons qui s'écrivent de façon différente, ou voilà, un même son mais qui s'écrit de manière différente. Donc répéter, ce n'est pas la bonne idée. Pour que le cerveau soit intéressé, pour que l'attention soit maximale et pour que la mémorisation soit la plus efficace possible, il faut que la différence entre ce qui est connu et ce qui ne l'est pas encore soit idéale. Et donc, il faut au maximum varier les supports pédagogiques, varier les exercices. Et c'est ainsi que votre enfant va retenir de la façon la plus efficace des mots avec une orthographe qui est compliqué. Petite anecdote par rapport à la répétition. Donc là, on a dit effectivement que si le challenge de l'apprentissage n'était pas suffisant, la mémorisation n'allait pas être optimale. Mais pour faire un parallèle, on peut parler de ce qu'on appelle la satiété sémantique. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Peut-être vous avez déjà fait l'expérience, si vous répétez un grand nombre de fois un mot, petit à petit, le mot va perdre de son sens. Ensuite, non seulement il aura perdu de son sens, mais vous allez même douter de son orthographe. Et enfin, si vraiment vous répétez le mot très fréquemment et avec des intervalles de temps très courts, vous allez finir par ne plus pouvoir mentalement déchiffrer le mot. C'est ce qu'on appelle la satiété sémantique. C'est le fait en fait d'utiliser, de parcourir un chemin synaptique de façon très régulière en un laps de temps très court. Ça va désensibiliser ce chemin. Donc un chemin synaptique, c'est quoi? C'est une connexion neuronale en fait entre deux neurones. Donc si vous utilisez, si vous faites appel, si vous stimulez ce chemin très rapidement, à un moment donné, il va se désensibiliser au point que vous ne comprendrez même plus la signification du mot. Alors ce n'est pas le même processus que dans le cadre de la mémorisation et du drill, mais quand même on peut voir que le cerveau, c'est la variété qu'il aime et pas la répétition.
contrairement à ce qu'on entend énormément sur Internet. Alors, comment étudier sa dictée, comment préparer sa dictée de façon fun et surtout variée, puisque c'est la variété que le cerveau aime par-dessus tout. Alors évidemment, la première fois en tout cas, que l'enfant va préparer sa dictée, il peut simplement, effectivement, lire le mot, mettre en évidence la particularité orthographique, par exemple, et ensuite cacher le mot et essayer de réécrire le mot. Alors, évidemment, là, encore une fois, on fait appel à aussi l'évaluation. Il faut savoir qu'il ne sert absolument à rien d'étudier les mots, de les lire, sans s'évaluer. Encore une fois, c'est l'évaluation, c'est le test qui va améliorer grandement la mémoire. C'est quand le cerveau de l'enfant est étonné parce qu'il a fait une hypothèse, mais que la réponse est contraire à l'hypothèse qu'il a émise, que son cerveau va enregistrer l'information. Il va dire, tiens, je pensais que le 1 de enfin s'écrivait A-I-N. Non, il s'écrit I-N. Ou, attention, et là, il va retenir. Donc évidemment, la première chose à faire, c'est d'étudier, mais ensuite directement de s'évaluer. Et je vous mets sous cet article, enfin sous cette vidéo, un article, un lien, qui va en fait vous prouver à quel point l'évaluation est essentielle à l'apprentissage. Et on s'est rendu compte que c'était les élèves qui s'évaluaient le plus, même au détriment de la quantité de temps qui était alloué à l'étude, eh bien que c'était ces élèves-là qui réussissaient finalement le mieux. Deuxième façon de faire, qui peut suivre effectivement l'étude et l'évaluation. Le fait d'associer des images mentales, évidemment, aux mots qui sont étudiés. Donc, pour certains enfants, il est très difficile, effectivement, de retenir l'orthographe. C'est le cas, par exemple, d'enfants qui sont dyslexiques, dysorthographiques. Alors, pour ces enfants-là, mais même pour les enfants en général, moi, ce sont des choses que j'utilise avec mes propres enfants, il est utile de mettre en évidence la particularité orthographique du mot, mais aussi d'y associer une image. Je vous mets là 2 livres que moi j'utilise personnellement à la maison qui sont très bien faits et qui vont vraiment permettre à votre enfant de retenir facilement un mot. Alors si l'illustration qui est associée au mot ne lui convient pas, il peut évidemment faire appel à une association mentale de son choix. Dans l'exemple du mot saut, donc un enfant ne va pas forcément retenir que le mot saut se termine par T, même si nous, en tant qu'adultes, on sait saut, ça vient de sauter, et donc, a fortiori, il y a un T à la fin. Donc, dans ce cas-ci, on voit un athlète qui saute au-dessus d'un obstacle, et l'obstacle est représenté par le T du mot saut. Donc là, encore une fois, il y a possibilité de faire beaucoup de choses différentes. L'enfant peut lui-même faire ses propres illustrations, faire appel aux associations mentales qui lui parlent le plus, et ainsi améliorer la mémorisation des mots à l'orthographe compliquée. Troisième chose, la mémorisation est d'autant plus facilitée que notre cerveau est orienté vers une tâche. Et donc, il est encore utile à l'heure actuelle, malgré l'existence des écrans, etc., d'utiliser et d'apprendre à votre enfant à utiliser un dictionnaire. Parce qu'évidemment, s'il doit rechercher un mot, il va être dans une optique tout à fait différente que si on lui présente le mot et qu'il doit l'étudier. Donc là, encore une fois, on voit actuellement d'autres types de dictionnaires, tels Eureka, qui sont des dictionnaires basés sur la phonétique. Donc tout ça, ce sont des méthodes très efficaces pour que le système d'attention d'orientation, qui en fait va dire à l'enfant à quoi faire attention, lui permette vraiment de mémoriser de la façon la plus efficace qui soit. Quatrième façon, il faut savoir que le contexte est roi. Donc le cerveau préfère toujours des informations qui sont généralisables, qui sont contextualisées à des informations qui sont spécifiques. Si votre enfant doit étudier un mot, mais qu'ensuite il retrouve ce mot dans des phrases, dans un texte, dans une lecture qu'il doit faire, il va comprendre quelle est l'utilisation de ce mot, mais son cerveau va aussi comprendre que ce mot peut être utilisé dans différents contextes, peut-être avec des sens nuancés, et à cet égard, il va mémoriser le mot de façon beaucoup plus efficace. Enfin, je vais vous parler de l'incroyable pouvoir des mots croisés pour que votre enfant mémorise sur le long terme de nouveaux mots de vocabulaire. Il faut savoir que chez les personnes qui jouent régulièrement au Scrabble et aux mots croisés, 2 sous-parties de la mémoire, de ce qu'on appelle la mémoire de travail, sont plus particulièrement développées. Alors d'abord, c'est quoi la mémoire de travail? C'est cette mémoire transitoire dans laquelle vont être stockées des informations dont on a besoin sur le moment, mais dont certaines informations qui sont prioritaires, plus importantes, vont passer vers ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Donc vont être stockées dans la mémoire à long terme. Dans cette mémoire de travail, on retrouve 2 sous-parties. Une partie qu'on appelle le carnet visio-spatial, qui est responsable du traitement des informations visuelles, et de l'autre partie, ce qu'on appelle la boucle phonologique, qui est responsable du traitement des informations linguistiques. Et dans le cas des joueurs de mots croisés,
ces deux sous-parties vont complètement s'intégrer, vont absolument collaborer pour former ce qu'on appelle un tampon épisodique, qui va permettre de plus facilement et beaucoup plus efficacement en fait faire migrer les informations de la mémoire de travail vers la mémoire à long terme. Donc on s'est rendu compte par exemple que chez des personnes âgées qui s'adonnaient régulièrement aux mots croisés et au Scrabble, eh bien les fonctions cognitives étaient largement plus préservées que chez des personnes âgées qui n'avaient pas l'habitude de s'adonner à ce genre d'activité. On s'est même rendu compte que chez des personnes dont la mémoire de travail et la mémoire à long terme, l'hippocampe, étaient vraiment endommagées, eh bien, si ces personnes qui n'avaient plus de mémoire, qui n'arrivaient plus à retenir des éléments de la veille, eh bien, si ces personnes jouaient aux mots croisés, ces personnes étaient quand même capables de retenir de nouveaux mots de vocabulaire, simplement parce que ces mots de vocabulaire, comme je vous dis, étaient passés directement dans une mémoire à long terme de façon très efficace et s'y ancrés de façon vraiment optimale, parce que ce tampon épisodique s'était créé entre, d'un côté, donc la mémoire court terme et la mémoire long terme. Voilà, donc j'espère que toutes ces méthodes vous auront inspiré. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par toutes ces méthodes, évidemment. C'est vrai que là, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé du fait d'étudier, ensuite de se tester. Puis on a dit on peut illustrer le mot, il faut le contextualiser dans une lecture. Et puis ensuite, on peut aussi faire appel à des jeux tels que les mots croisés et le Scrabble. Alors, il est sûr que vous n'aurez pas le temps de faire tout ça, en tout cas pas à chaque fois. Mais non, c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de méthodes alternatives qui existent, que la répétition, contrairement à ce qui est dit sur Internet, ce n'est absolument pas la bonne méthode pour mémoriser de façon durable. Et en plus, c'est vraiment pas fun du tout. Et votre enfant va être assez rapidement dégoûté des dictées. Et voilà, il attendra le jeudi matin avec beaucoup d'anxiété. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir le site des outils pour apprendre. J'y partage des tests qui sont ludiques et aussi, je pense, informatifs. Vous y verrez aussi beaucoup d'autres articles, des articles vraiment très scientifiques, expérimentaux, des articles un peu plus fun. Et donc voilà, faites votre choix. J'espère vous retrouver bientôt. Ciao!